Ok, paré derrière. Allez, on hisse le taillement. Ok, on est bon. On frappe comme ça et on reprend la mure. En baie de Douarnenez, tout au bout du Finistère, les marins affectionnent particulièrement les vieux gréements. À bord du Telenmore, réplique d'une ancienne chaloupe de pêche du 19e siècle, on aime la saveur de cette navigation virile qui rappelle un temps où toute la ville de Douarnenez se battait pour les sardines. Souvent, c'était un départ à l'aube le matin, donc assez silencieuse du port. On partait à la voile. Et une fois qu'ils arrivent sur la zone de pêche, à certaines époques, il y avait jusqu'à 800 bateaux qui s'amassaient sur cette zone de pêche. Ils descendaient les voiles, ils descendaient les mâts, et puis ils se mettaient à la pêche à l'aviron. On raconte que ces marins avaient un profond respect pour la sardine parce qu'il fallait le conserver, parce que les commises, donc les femmes qui allaient acheter la sardine, étaient très exigeantes. Donc ils les mettaient dans les paniers, ils les rangeaient une par une avec la tête vers l'intérieur. Ils avaient des paniers de sang qui les comptaient vraiment. Chaque année, du printemps à l'automne, les petits poissons aux reflets bleutés remontent le golfe de Gascogne et trouvent refuge dans cette baie à la pointe de la Bretagne, au biotope exceptionnel. Un vrai trésor pour les marins et pour leurs femmes, surnommée penne-sardine, tête de sardine en breton. Ces ouvrières des conserveries ont fait du petit port de Douarnenez un fleuron industriel et un laboratoire politique. Par les luttes des sardinières, par le travail de la pêche, ça a marqué toutes les mentalités. Et le fait que Douarnenez reste une ville qui bouge, une ville où il y a de la contestation, où il y a des prises de parole, je pense que c'est l'héritage de cette pêche à la sardine. Au fond d'une baie refuge, on accoste à Douarnenez par l'un des trois ports. Port-Rue pour le commerce, Tréboul pour la plaisance et le Rosmer pour la pêche. Ces 14 000 habitants aiment les embruns, le sel et le poisson. Ils n'ont pas le choix, la mer est omniprésente. Ici plus qu'ailleurs, la géographie a fait l'histoire. La sardine a depuis l'Antiquité attiré les peuples sur ses côtes. Dominant la baie et la ville, le site des Plomards. Au-dessus des falaises, les archéologues ont mis à jour les vestiges d'un site de transformation de poissons installé par les Romains au 1er siècle de notre ère. Alors vous avez ici tout un ensemble en fait de cuves. Il y en a un peu plus d'une dizaine, 14 exactement. Et ce sont des cuves en fait qui certaines étaient, vous voyez, enduites d'un béton hydraulique, un béton imperméable, qui montre qu'on y disposait d'un liquide. En l'occurrence, il s'agissait certainement de sardines qui entraient en fermentation avec du sel. Tout ça pour fabriquer en fait une sauce qui servait de condiment. Lointain ancêtre des usines de conserverie, l'immense édifice de 40 mètres de long n'est que l'un de la dizaine de sites présents tout autour de la baie qui permettaient de fabriquer ce condiment appelé garum. Le poisson, c'était déjà une affaire industrielle. C'était en lien en fait avec un commerce maritime qui s'était mis en place puisque les capacités de production vont bien au-delà du territoire évidemment. C'est un produit de luxe. C'est un code culturel aussi romain. Ça correspond à un goût véritable. Une sorte de produit un peu de spéculation en termes alimentaires. Après cette première aventure antique, la baie de Douarnenez redevient le bout du monde. Pendant des siècles, des petits villages de pêcheurs vivent oubliés jusqu'au XVIIIe siècle. À l'entrée de la ville, une île protège les ports. C'est l'île Tristan, chère au cœur des douarnenistes. Autrefois, sous l'Ancien Régime, il vivait un abbé, un prieur, qui levait un impôt sur les terres environnantes. Et les terres environnantes, en breton on dit ça les douars, et c'était donc les terres qui appartenaient à l'île, les terres de l'île, douar en Enez, Enez voulant dire l'île. Ici, la révolution industrielle a fait basculer la ville dans une nouvelle ère. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on conservait la sardine, particulièrement grâce aux presses à poissons.
Ensuite commence l'aventure de l'apertisation. Nicolas Appert est un génial inventeur qui crée cette méthode pour fixer les saisons. C'est-à-dire un petit pois, un bout de poulet, une sardine va passer plusieurs saisons. D'où l'expression de 1821, l'art de fixer les saisons. Et sur tout le littoral atlantique vont s'installer, comme ici à l'île Tristan, des conserveries de poissons. La première conserverie de Douarnenez est créée en 1853 par un Nantais. Rapidement, les petits patrons locaux y voient une opportunité. L'une des toutes premières usines bretonnes est fondée sur l'île en 1860 par le maire Gustave Le Guillou de Pénanrose. Dès lors, l'histoire s'accélère. Douarnenez a bénéficié complètement de cette explosion de l'apertisation qui a été favorisée par des facteurs internationaux. C'est par exemple la ruée vers l'or. Les Américains ont besoin de conserves. C'est aussi la guerre de sécession. On retrouve encore aujourd'hui sur des terrains de bataille de la guerre de sécession des boîtes de conserve de Douarnenez. En un siècle, la ville passe de 1500 à près de 12 000 habitants. Les paysans affluent pour devenir marins et les femmes, seule main-d'œuvre disponible, prennent le chemin des usines. Dans la conserverie Pénanrose, 40 ouvrières se pressent pour étêter, éviscérer, frire et mettre en boîte le poisson. La sardine est fragile, elle doit être traitée en quelques heures. Partout, les cheminées des fritures crachent leur vapeur odorante et recouvrent cette ville qui se mue de manière anarchique. On peut dire que Douarnenez est une ville pétrie par la mer. Sur ses abords extérieurs, ça va être des quais, des moles, des digues, des cales. Et à l'intérieur, dans l'espace urbain, on va avoir coincé, je vais même dire, on aura une ville parmi les usines, et non pas des usines dans la ville. À Douarnenez, on a profité du moindre endroit qui était hors de l'eau pour y installer des conserveries de poissons. On a par exemple ici l'îlot Saint-Michel qui a été détruit par les Allemands en 1940. Mais autrefois, sur cet espace improbable, on avait 2 maisons d'habitation et une grande conserverie. En face de l'île Tristan, la plage des Dames était le lieu de baignade des femmes d'industriels qui font bâtir juste au-dessus certaines de ces maisons monumentales. Mais la foule, elle, se masse juste à côté, dans le quartier matriciel de Douarnenez, le Rosmeur. Le long du quai, les anciennes usines s'entremêlent dans les habitations. L'ancien désordre fait désormais son charme. Dans cet imbroglio de ruelles, de venelles, de ribines, on trouve les grands-parents, les parents, les enfants, le tonton, la tata. Voilà, et toute la vie est articulée autour de ces rues-là qui sont baignées par le port du Rosmeur. Donc il faut imaginer ces rues bruissant de bruit de chevaux, de sabots, de femmes, d'hommes qui par milliers fréquentent, arpentent ces petites rues-là pour se rendre sur le quai, près du môle, à la cale, sur le bateau qu'il faut entretenir les voiles, les filets. Et puis les femmes, elles vont aller à l'usine de poissons. Et elles vont y aller jour et nuit. Donc jour et nuit, Douarnenez baigne dans la conserverie de poissons. Quand les bateaux rentrent au port, le ballet du Rosmeur commence. Les commises négocient les cargaisons, puis la cloche tinte. Il faut sortir en toute hâte. On dévale les rues, les sabots claquent. Le poisson n'attend pas, les conserveurs non plus. La femme à Douarnenez, elle travaille toujours. On les voit partout dans la rue. Elle s'occupe du linge, elle s'occupe de la tannée des filets aussi. Le ramandage, le raccommodage des filets, c'est elles qui le font également. Donc la femme est omniprésente dans cette société que parfois on caractérise de matriarcale. Mais c'est vrai que la femme a une importance première à Douarnenez, et d'abord tout simplement parce qu'elles sont là. Le marin, lui, il n'est pas là. Son métier, c'est de toujours ne pas être là, comme on le dit en mauvais français. Jusqu'à 72 heures par semaine à l'usine, ces femmes gagnent le surnom de peine sardine, à l'image de la coiffe qu'elles portent. Ce quartier où s'empilent les familles crée toutes les conditions d'une explosion sociale qui va évidemment se jouer sur le port. La sardine est un poisson qui est extrêmement versatile. Tantôt il vient dans la baie, tantôt il ne vient pas. Donc il y a des périodes de grande prospérité avec un afflux massif de la sardine et des périodes où le poisson ne vient pas. À l'automne 1902 et jusqu'en 1905, la sardine boudera la baie. La ville qui ne vit que de ce poisson se meurt.
La communauté est littéralement affamée et vit des distributions alimentaires. On a l'impression quand on voit les conditions de vie et de travail des femmes, d'être soit dans Germinal ou n'importe quel livre de Zola. On est vraiment dans des conditions de travail et de vie qui sont déplorables. Les ouvrières d'usine, elles sont payées au 1000 de sardines travaillées. En fait, 1000, c'est extrêmement difficile à compter exactement. Est-ce que c'est pas 1200, 1300 ? Dans tous les cas, elles se font avoir. Donc elles demandent une rémunération à l'heure. Et cette revendication ouvrière va se manifester par des mouvements sociaux extrêmement importants, des grèves importantes durant l'année 1905. Cette première grève pose les jalons d'une société militante. 20 ans plus tard, les ouvrières se soulèvent à nouveau pour réclamer une augmentation salariale. Nous sommes en novembre 1924. On est, vous savez, au sortir de la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Révolution russe, avec la création du Parti communiste au Congrès de Tours en 1920. Donc on est dans une ébullition politique, une expérimentation politique qui est assez impressionnante. Et quoi de mieux qu'une terre ouvrière comme celle de Douarnenez ? Les quais du port du Rosmer sont remplis par toute la population qui défile, drapeau rouge en tête. Pendant 46 jours, les quais et les môles vibrent alors au chant révolutionnaire. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Le 1er de l'an, le maire communiste est victime d'une tentative de meurtre commanditée par les conserveurs. Le 3 janvier, le journal L'Humanité titre « À Douarnenez, première flaque de sang fasciste ». L'écho de la grève retentit dans tout le pays et l'émotion est telle que les pennes sardines gagnent leur combat. Elles appartiennent maintenant à l'histoire de France. C'est des chansons qui sont célèbres dans le patrimoine immatériel de Douarnenez, mais qui est repris aussi dans les mouvements sociaux qu'on a pu voir ces dernières années. Seules 3 conserveries ont survécu, mais la sardine à l'huile est devenue iconique. La boutique bien nommée Penn Sardine dans les ruelles du port du Rosmer est un incontournable. La petite boîte de métal s'y expose, car elle est devenue une œuvre d'art. Conserverie La Quibrolaise, millésimée. Millésimée comme les plus grands champagnes. Les amateurs retournent même leur boîte tous les 3 mois. Alors moi, oui, celle-là elle est au bleu. Ben oui, elles fond dans la bouche. On l'a vu. Elle est de quelle année celle-là? 2017. On n'a pas pensé au poivre. C'est pas grave. C'est comme du vin, oui. Je vous ai dit qu'à midi, j'ai déjeuné d'une boîte de filets de sardines qui avait 10 ans. Autrement, il va en faire. C'est comme ça que c'est bon. La communauté maritime de Douarnenez a rendu ses descendants fiers et a donné ce petit supplément d'âme et de goût qui distingue ces sardines des autres. C'est une histoire qui n'a jamais été écrite. Elisa Van de Voorde, Paris. On s'est dit une pièce bigouden avec une étiquette de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? La broderie Bigouden n'a pas encore livré tous ses secrets. Depuis plus de 200 ans, le petit territoire du pays bigoudin, dans le sud du Finistère en Bretagne, développe ce savoir-faire flamboyant, reconnaissable entre tous. Cette broderie s'étale, ronde et généreuse, sur les plastrons cousus de fil d'or de ses costumes. Sur ses coiffes qui sont devenues l'identité et l'image bien connue de ses habitants. On s'est toujours demandé pourquoi les Bigoudins avaient pu développer une telle broderie alors qu'on n'est pas dans un pays hyper riche, parce que la broderie, à la base, elle est quand même destinée aux populations assez aisées, assez riches. Et donc, vraiment, il nous manquait un truc. Sans trace écrite, il a fallu décrypter le velours et la soie pour comprendre cet art qui a bien failli disparaître.
À l'extrême sud-ouest du Finistère, le pays bigoudin est un cap exposé au vent de l'Atlantique. À la fin du XVIIIe siècle, c'est une terre pauvre où vivent marins et paysans. La broderie y est un métier itinérant et masculin. Au gré des commandes, les tailleurs-brodeurs se déplacent de ferme en ferme. Ils confectionnent un vêtement pour chaque membre de la famille paysanne. Le costume d'une vie. Une pièce exceptionnelle en drap de laine brodée de petits motifs de soie, portée pour les mariages ou les fêtes religieuses. Les tailleurs-brodeurs nomades arpentent ces paysages granitiques couverts de mégalithes datant du néolithique. On voit l'entrelac celtique qu'on retrouve dans le pays d'Irlande, en Écosse, en Pays de Galles, dans tous les pays celtiques. Là, c'est très distinctif. Et dans le bas, alors cette spirale est très intéressante parce que c'est un élément qu'on retrouve sur le costume traditionnel du pays bigoudin, dans le haut des plastrons, dans du rouge, orange et jaune. Et j'imagine que cet élément a pu inspirer un brodeur. On ne pourra jamais savoir de quoi se sont inspirés les brodeurs. Ils ne sont plus là. Il n'y a pas de traces. On n'a pas d'écrit d'un brodeur qui nous dit « moi, je me suis inspiré de ça ». Donc, et comme ça n'a été qu'une transmission orale et non écrite, on peut imaginer. La Bretagne déchaîne les imaginaires des premiers voyageurs. Leurs récits racontent une terre lointaine, archaïque et superstitieuse, dont les habitants parlent une langue incompréhensible. Située au fond d'un estuaire, Pont-l'Abbé est la capitale du pays bigoudin. Au début du XIXe siècle, c'est un petit carrefour commercial et portuaire où vivent armateurs et négociants. Curieusement, au XIXe siècle, il y a les romantiques qui viennent en Bretagne voir les sauvages, voir les ruines, les tempêtes et tout ça. Et en fait, ils disent « venez voir à Pont-l'Abbé ce costume, ce vêtement de la nuit des temps. » Enfin voilà, c'est vraiment le truc hyper exotique. Et en fait, quand on détricote tout ça, on se rend compte que grâce à ce port, ils ont pu importer des marchandises de partout. On a les soieries lyonnaises, les rubans de Saint-Étienne. Enfin, on a tout un tas de marchandises qui vont faire que les bigoudins vont développer une mode vestimentaire hyper curieuse, hyper chatoyante, enfin hyper singulière. Grâce à l'industrialisation et l'accessibilité des matériaux, les tailleurs-brodeurs rivalisent d'imagination. Ils créent un style spécifiquement bigoudin. Sur les gilets noirs, la broderie s'organise en rangées. Les motifs s'agrandissent dans des couleurs dorées ou orangées. Cette broderie-là va prendre de plus en plus de place. Alors évidemment, ce sont aussi des commerçants, ces tailleurs-brodeurs. Donc ils vont faire en sorte qu'on ne puisse pas se passer au moins de génération en génération le vêtement. Donc on va la faire évoluer tranquillement mais sûrement, de manière à ce que 20 ans après, pour le mariage de ses enfants, on ne puisse pas reporter le même gilet, il est passé de mode, donc on est obligé de s'en racheter un. L'arrivée du train accélère les échanges. Les flamboyants motifs bigoudins gagnent le cœur des bourgeois et des citadins. Les grands magasins parisiens demandent toujours plus de broderies bigoudènes. C'est la mode de la capitale qui permet à l'économie de la broderie de se développer à Pont-l'Abbé. En 1860, la famille Pichavant crée le premier atelier. La broderie se spécialise, se sédentarise et se féminise. Brodeurs et brodeuses affluent pour travailler en ville. En 1900, ils sont 250 à se transmettre les techniques et les secrets. Et donc on les voit beaucoup devant les devantures, assis par terre, les femmes notamment, à broder comme ça dans la rue, à profiter de la lumière en extérieur. Donc quand il faisait beau, il y avait des brodeuses absolument partout dans les rues, en extérieur. C'est vraiment visible dans l'espace public. Pendant plusieurs décennies, l'activité permet aux familles bigoudaines de vivre et de surmonter les crises de la pêche.
la Première Guerre mondiale sonne le glas de la broderie. En rentrant du front, les hommes ne portent plus le vêtement bigoudin. Les cultures régionales sont en recul et les nouvelles générations se laissent séduire par les nouveautés. Les broderies ne sont plus au goût du jour. Il faut attendre les années 1950 et la multiplication des cercles celtiques pour les voir ressurgir. Dans toute la région, ces associations remettent en valeur les traditions et les arts bretons menacés par l'uniformité républicaine. Un grand mouvement de renaissance culturelle est en cours. La musique et la danse sont mises en avant. Les danseuses et danseurs ont ressorti les costumes de famille, parce qu'il en restait encore beaucoup dans les armoires, des costumes qu'on ne portait plus, bien sûr. Ces costumes ont été portés un certain temps, et puis il est arrivé un moment où il a fallu songer à refaire un petit peu le vestiaire, parce que ces costumes s'usaient, surtout ceux qui étaient brodés à la soie. Au sein des cercles, les bigoudins ressortent les aiguilles et reprennent le fil d'une histoire qui était en train de se perdre. Quand je brode, moi, je pense toujours à mes grands-mères. Je pense toujours à mes grands-mères parce que, bon, moi, je ne brode que des coiffes, et que des coiffes bigoudaines en plus. En fait, j'avais aussi l'une de mes grands-mères qui était repasseuse de coiffes. Je la voyais en bout de table, je me souviens, avec toutes les coiffes que d'autres personnes venaient lui déposer. Mais en fait, quand quelque chose fait tellement partie du quotidien, on n'y prête pas attention. Et c'est après, avec le recul, les années après, qu'on se rend compte « Ah, j'ai peut-être raté quelque chose, j'aurais dû interroger ma grand-mère, j'aurais dû m'y intéresser. » Aujourd'hui, j'essaie de transmettre. Alors, ça, c'est une reproduction d'une coiffe des années 30 que j'ai recopiée à l'identique. Voilà, il faut savoir que même si le fil n'est pas... La transmission des savoirs reste orale et donc fragile. Voilà, on va enlever maintenant tout ce tulle-là, tout ce qui se trouve dans le fond. Et je vais y aller tout doucement, avec la pointe des ciseaux. Tout le monde est stressé, là. Voilà. Sans couper les pattes des araignées. En moyenne, la confection d'une coiffe demande une centaine d'heures d'un travail minutieux. Voilà, et ainsi de suite. Et on ne laisse que les araignées visibles. Deux brodeuses, Viviane Elias et Geneviève Joannick, prennent conscience dans les années 80 que des techniques de broderie sont en train de disparaître. Donc là, tu as commencé par un point de chaînette. Ouais. Colle bien ta chaînette blanche contre la jaune. Tout un patrimoine de savoir-faire textile est au bord du précipice. Dans leur sillage, Pascal Jaouen crée à Quimper la première école pour enseigner et projeter la broderie bretonne dans le futur. Il était plus que temps d'entreprendre des collectages, d'aller auprès des personnes qui étaient des professionnels de la broderie, de les enregistrer, de les écouter, de prendre toutes les informations possibles, parce que c'était des personnes vieillissantes. Dans toutes les techniques, que ce soit le passant piéton, que ce soit la broderie sur tulle, que ce soit la broderie bigoudaine, que toutes les techniques de broderie. 36 écoles existent désormais en France. Ici, on a deux festons différents. On voit la cote, la petite cote de la chaînette ici, là. Par contre, ici, il n'y en a pas. Mais ça, c'est très subtil. C'est en décortiquant le costume qu'on a pu voir qu'il y avait cet apport-là complémentaire. Pascal Jaouen organise des défilés de haute couture. Sur les podiums, il rend de nouveau visible la richesse de la région, sa broderie, son identité. Dans son musée, ce passeur retrace l'histoire de tout l'artisanat pour les nouveaux visiteurs. Après ses voyages, c'est dans le village de sa grand-mère que le jeune styliste brodeur Mathias Ouvrard est revenu s'installer. À
À l'Esconil, au sud de Pont-l'Abbé, il organise les séances photos de sa collection Bigoudin contemporain. C'est beau les cheveux dans le vent là. Comme ses prédécesseurs tailleurs-brodeurs, il confectionne l'ensemble du vêtement. Tu veux que je descende ? Non, tu bouges pas, tu restes comme t'es. Il s'inspire aussi de leurs motifs pour créer de nouvelles pièces uniques. Alors là, on regarde un pull qui reprend toute l'esthétique du gilet féminin traditionnel. Donc on retrouve tous les motifs qu'on peut retrouver sur les manches, tous les rangs qu'on peut retrouver sur les plastrons également, mais qui sont traités avec une technique qui n'est pas traditionnelle. C'est une broderie à base de laine, mais qui reprend cette esthétique de volume, ces broderies de volume qui sont caractéristiques des broderies du pays bigoudin. C'est vraiment avoir toute cette tradition de notre identité à nous, mais de manière beaucoup plus simple, qu'on n'ait pas besoin d'une occasion celtique, folklorique pour pouvoir le porter, mais qu'on puisse le porter tous les jours et que ça représente quand même ce qu'on est au final. Tout le but, c'est de réussir à transposer l'esthétique ancienne sur un vêtement qui est contemporain et qu'on pourrait vouloir porter aujourd'hui, quoi, et fièrement.